Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce webinaire Aerospace Valley co-organisé avec la Directe Occitanie et l'OPCO 2I. Ce webinaire est à destination de nos membres et aura pour thème les nouveaux dispositifs d'aide à l'embauche des jeunes. Je vais laisser encore quelques minutes le temps que les derniers participants puissent se connecter. En attendant, donc, je vous informe que cette séance sera enregistrée en vidéo, puis sera accessible sur YouTube d'Aerospace Valley. Le support de présentation vous sera envoyé par la suite. À l'issue de cette présentation qui va durer à peu près 40 minutes, vous aurez la possibilité de poser des questions via un point d'interrogation qui se situe à droite de votre écran. Vos micros sont coupés de manière à ce que les intervenants puissent réaliser cette intervention en toute comment dire, facilité. Nous relayerons du coup ces questions à nos intervenants par la suite pour qu'ils puissent apporter les réponses. Donc, je vais présenter nos intervenants. Alors, moi, je me présente, je suis Annabelle Freland, responsable ressources humaines d'Aerospace Valley, mis à disposition par Compétences Plus et co-dirigeante d'un cabinet de conseil en ressources humaines Maïco RH. Je suis accompagnée par Jennifer Déo du service communication événementielle qui nous accompagne sur l'aspect plutôt technique lié à l'utilisation du logiciel. Nous avons également Madame Danielle Verguin, directrice régionale adjointe responsable du pôle entreprise, emploi et économie de la Directe Occitanie. Nous avons également Monsieur Aurélien Audouze du pôle insertion des jeunes. Nous avons Pierre Molérac, référent régional apprentissage, qui est accompagné par Monsieur Daniel Fourès. Et nous avons également Monsieur Philippe Feugat, conseiller formation de l'OPCO 2I. Je vais laisser la parole à Madame Verguin qui va commencer l'animation de ce webinaire. Oui, bonjour, merci à tous et je suis d'ailleurs très heureuse de participer à ce webinaire. J'ai déjà eu l'occasion d'en faire un au mois de mars ou avril pendant le confinement et ça avait été extrêmement intéressant. Donc merci pour cette initiative. Pour que vous ne croyiez pas que je m'abstiens des règles sanitaires, je n'ai pas de masque parce que je suis seule dans mon bureau. Voilà, c'est la seule raison. Sinon, je serais comme tous les autres avec un masque sur le nez et la bouche. Donc, je voulais vous présenter très généralement le plan France Relance dans lequel s'intègre l'ensemble des aides à l'emploi des jeunes qui sont estampillés sous un logo, un sigle de communication qui est un jeune, une solution et qui est en train de se déployer sur l'ensemble des départements en France entière et puis bien sûr en Occitanie. Donc l'ensemble des outils vont vous être présentés par Aurélien Audouze, Pierre Molérac et Daniel Fourès, mais je pense que c'était utile de repositionner tout ça dans le global, dans le plan de relance de 100 milliards dont vous avez entendu parler. Pierre, si on peut passer donc du coup à la diapositive suivante. Donc ce plan de relance donc comprend. Pourquoi la webcam est fermée, c'est normal? Ah oui, parce que c'est évidemment on passe sur le PowerPoint. Il comprend 3 volets. Donc pendant les 100 milliards, il y a 100 milliards dont, vous le savez, 40 milliards qui viennent de l'Union européenne. Et donc il y a 3 volets. L'accélération du verdissement de l'économie, tout ce qui tourne autour de la transition énergétique à hauteur de 30 milliards d'euros. Un deuxième volet sur la compétitivité, la souveraineté, donc qui correspond à ce qu'on entend beaucoup, qui correspond à la relocalisation de l'activité industrielle pour 34 milliards d'euros. Et puis, le soutien aux compétences, à la cohésion sociale et territoriale, 36 milliards d'euros. C'est dans ce troisième volet que s'intègrent les 6 milliards et demi du plan jeune. Donc, toutes les aides à l'emploi qui sont mises en place dans le cadre de ce plan de relance post-crise sanitaire
concerne les jeunes à aujourd'hui. Donc, les principes de ces volets du plan de relance, c'est des principes forts de concertation avec l'ensemble des parties prenantes, donc beaucoup les réseaux industriels, les collectivités, les consulaires, l'ensemble des services de l'État. Il y a une très large concertation et association des partenaires. L'objectif, c'est une très grande rapidité d'exécution. Vous le savez sans doute, bien sûr, beaucoup d'appels à projets ont déjà été lancés depuis l'été et commencent à être instruits et produire des résultats. Appels à projets qui sont traités conjointement dans des comités de pilotage, des comités de sélection régionaux qui associent le conseil régional et l'État, et puis qui sont suivis au plus près des territoires. Et là, on a ce fameux comité de suivi et l'association étroite des territoires d'industrie. Donc, pour les membres d'Aerospace Valley, vous voyez bien de quel territoire il s'agit, puisque vous en êtes pour la plupart, vous en faites partie. Pas tous, mais donc, vous avez des appels à projets, je viens de le dire, qui ont été lancés et qui sont en cours d'instruction. Pour mémoire, il y a un appel à projet aéronautique, un appel à projet automobile, un appel à projet sur les territoires, sur les filières industrielles stratégiques, la santé, les intrants, l'électronique, l'agroalimentaire, et puis le dernier en date sur l'application industrielle de la 5G. Donc ça, c'est toute la dimension industrielle du plan. Donc la diapositive suivante présente la répartition, je pense que c'est intéressant de la voir, entre ces trois volets, avec les montants correspondants. Donc peut-être vous ne le voyez pas forcément très bien, puis je ne vais pas les lire un par un, mais ça vous donne une idée de combien l'État, avec l'aide de l'Union européenne, consacre à chaque catégorie d'intervention, qu'il s'agisse de l'écologie, de la compétitivité ou… alors j'ai un truc qui me gêne là. Du coup, si je l'enlève, je ne peux pas lire la diapo. Je ne sais pas comment faire. La partie droite de la diapositive qui correspond exactement à ce que, disons, je suis en train d'évoquer, pour moi est cachée à mon écran et j'arrive pas à enlever le… Non. Normalement, il y a une petite flèche orange qui vous permet d'enlever votre module, Madame Verga. Ah, ça y est, je l'ai enlevé, merci. Excusez-moi, excusez-moi. Donc, cette partie cohésion à 36 milliards d'euros, vous avez la sauvegarde de l'emploi. Ça, c'est tout ce qui tourne autour et tout ce qui tourne autour de l'activité partielle. Activité partielle et voilà, essentiellement. La partie jeune, dont on va parler qui arrive juste après, avec les autres interlocuteurs, la formation professionnelle, tout ce qui va autour des révisions du plan régional d'investissement dans les compétences. Au niveau régional, ça correspond à l'idée de faire entrer 8600 jeunes supplémentaires dans le plan régional d'investissement dans les compétences. Et puis, vous avez donc toutes les autres catégories qui sont citées. Je ne reviendrai pas sur le FNE formation ou l'activité partielle, parce que ce n'est pas le sujet de cette réunion. Il y aura peut-être d'autres occasions d'en parler. Donc là, on va se concentrer sur les jeunes. Juste pour mémoire, quelques chiffres qui sont, je crois, importants, régionaux. Dans la région, on compte 660 000 jeunes de 16 à 25 ans, tout confondu. Sur ces 660 000 jeunes, 135 000 correspond à ce qu'on appelle les NEET, vous savez, les jeunes qui sont ni en emploi, ni en scolarité, ni en formation. Et troisième chiffre important, même il y en a un quatrième, 19 000 jeunes entre 16 et 18 ans ne sont plus scolarisés. Donc, ils sont perdus de vue de la part de l'éducation nationale et c'est une population particulièrement fragile et sur laquelle on va mettre l'accent. Dans le plan, pour le plan jeune, une solution aussi, quatrième chiffre important, évidemment, c'est l'augmentation du chômage qui touche toutes les catégories de la population. Pour l'instant, en Occitanie, et comme dans le reste de la France en général d'ailleurs, ce ne sont pas les licenciements qui sont cause massive de l'augmentation du chômage, mais l'arrêt des recrutements et la fin des contrats d'intérim. Donc, on voit beaucoup d'augmentation du chômage qui vient de là. Et parmi les publics les plus touchés, il y a bien entendu, malheureusement, la population jeune, puisque l'augmentation depuis janvier dernier est de 21%.
Et on a 80 000 jeunes demandeurs d'emploi aujourd'hui, dont 60 000 en catégorie A, c'est-à-dire l'essentiel des jeunes demandeurs d'emploi relève de la catégorie qui n'a aucune activité parallèle, qui est 100% à la recherche d'un emploi. Donc ces chiffres, malheureusement, risquent d'augmenter compte tenu de la situation économique, et c'est pour cela que le gouvernement a mis en place une série d'aides renforcées pour aider soit à l'emploi direct des jeunes, donc on va en parler immédiatement, soit dans le cadre des contrats d'apprentissage, d'alternance d'ailleurs. Donc voilà pour poser très généralement le tableau du plan de relance et le volet consacré à l'emploi, et puis donc avec un zoom maintenant sur l'emploi des jeunes, et je passe le relais à Aurélien Audoux, je pense, qui va commencer. Oui, tout à fait. Alors, je vais me rapprocher du micro et peut-être ôter le masque. On est plusieurs dans le bureau, mais on va essayer de faire ça avec les précautions requises. Bonjour à tous. Donc, dans le sillage de ce plan de relance, un décret a été pris qui institue une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans. On va articuler cette brève présentation en 3 points. Les employeurs éligibles à cette aide à l'embauche jeune, l'AEJ, l'aide à l'embauche jeune. Les salariés, le contrat de travail et la rémunération, qu'est-ce qu'il y a lieu de noter sur ces 3 aspects-là. Et puis enfin, le montant de l'aide. Pour ce qui est tout d'abord des employeurs éligibles à l'aide à l'embauche des jeunes, ce sont les entreprises et les associations, quelle que soit leur taille, des entreprises et des associations qui doivent bien sûr être établies sur le territoire national et à jour de leurs obligations fiscales et sociales. On peut noter qu'une inéligibilité de certaines institutions, les établissements publics administratifs, les établissements publics industriels et commerciaux, à ce type d'aide. Je regardais sur le site d'Aerospace Valley qu'il y a certains établissements publics administratifs parmi vos membres, donc ceux-là n'auraient pas droit à l'aide, bien sûr. Ce n'est pas le plus gros des membres, donc d'autres pourront bien sûr y prétendre. Les employeurs éligibles, ils ne doivent pas, ça tombe sous le sens, bénéficier par ailleurs pour le salarié au titre duquel cette aide embauche jeune est versée d'une autre aide de l'État à l'insertion, d'une autre aide à l'accès au retour à l'emploi. Le cumul, par contre, on peut le relever, sera possible avec les aides, par exemple, les aides que peut verser la GFI pour l'adaptation au poste de travail d'un salarié handicapé. Ça, c'est d'un salarié handicapé. Ça, ce n'est pas un cas de cumul incompatible. Et enfin, autre condition qu'on peut relever pour prétendre à cette aide, c'est de ne pas avoir procédé depuis le 1er janvier 2020 à un licenciement pour motif économique sur le poste qui va être précisément concerné par l'aide. Donc voilà pour les employeurs éligibles, une éligibilité quand même assez large, les entreprises, les associations. On va passer à la slide suivante. Les salariés, le contrat de travail, la rémunération, qu'est-ce qu'on peut repérer comme élément important? Le salarié embauché, il est âgé de moins de 26 ans à la date de la conclusion du contrat de travail. Donc, c'est une aide qui concerne les jeunes, et on est jeune quand on a moins de 26 ans. Alors, une petite nuance qui sera à confirmer, il y a eu une annonce du Premier ministre selon laquelle cette aide à l'embauche pourrait être étendue pour les publics handicapés au-delà de cette limite d'âge de 26 ans. Et ça, on attend d'avoir une confirmation écrite, même si c'est la parole du Premier ministre. Et donc, normalement, les moins de 26 ans, avec, si c'est des personnes handicapées, peut-être une ouverture aux plus de 26 ans. La nature du contrat de travail, le salarié doit être recruté en CDI ou alors éventuellement en CDD, mais il faut dans ces cas-là que ce soit un CDD de 3 mois au minimum. Et l'aide est ouverte en cas de contrat successif. Ça veut dire concrètement que si vous recrutez un CDD de 3 mois et qu'après il est renouvelé 3 ou 6 mois, ou même 9 mois, l'aide sera prolongée, bien évidemment. Donc on peut commencer par un CDD de 3 mois et après aller au-delà. La date de conclusion du contrat de travail, c'est important à relever. Le contrat de travail doit être conclu entre le 1er août 2020 et jusqu'au 31 janvier 2021. Donc, une embauche à concrétiser avant le 31 janvier de l'année prochaine.
pour un niveau de rémunération qui doit être égal ou inférieur ou égal à 2 fois le salaire minimum horaire de croissance. La question avait été débattue et c'est vrai que c'est ce niveau un peu plus élevé qu'attendu de 2 fois le salaire minimum de croissance qui a été retenu in fine. Et le montant de l'aide, pour quand même un chiffre sur cette aide à l'embauche jeune, c'est un montant de 4 000 €, mais 4 000 € maximum pour un même salarié. Et pour, dans ces cas-là, une embauche sur 12 mois. C'est 1 000 € par trimestre. Donc, si on embauche quelqu'un en CDD de 3 mois, ce sera 1 000 € uniquement. 6 mois, ce sera 2 000 €. 9 mois, 3 000 et 12 mois, 4 000. L'aide s'interrompt au bout d'1 an. Elle ne va pas au-delà d'1 an. La demande d'aide sera à formuler sur une plateforme dédiée dont on pourra vous communiquer les coordonnées précises, les coordonnées, le site précis sur lequel se connecter. Une demande à formuler dans les 4 mois suivant le début de l'exécution du contrat de travail. Il y aura quelques pièces à transmettre, mais elles ne sont pas nombreuses, c'est notamment bien sûr le contrat de travail. Le versement de l'aide, quant à lui, il sera assuré par l'agence de services et de paiement à l'échéance de chaque trimestre. Donc, pour un contrat de 3 mois, au bout du trimestre, on a son aide de 2 000 € et pour un contrat qui est sur 12 mois, qui s'étire sur 12 mois, tous les trimestres, on aura une aide de 1 000 €. On n'aura pas les 4 000 € tout de suite. Donc voilà pour la présentation rapide des grandes lignes de cette aide à l'embauche des jeunes instituée par ce décret d'août dans le cadre du plan de relance. Au-delà de cette aide à l'embauche des jeunes, au-delà de cette AEJ, d'autres aides possibles peuvent être repérées. Le contrat d'insertion dans l'emploi, le CIE, c'est un contrat de travail aidé, comme on dit. En région Occitanie, il va bientôt se mettre en place pour la fin 2020 et puis normalement plus encore en 2021. Il y aura davantage de possibilités de conclure des CIE, des contrats d'insertion dans l'emploi, avec là jusqu'à 24 mois d'aide et un pourcentage du SMIC brut de prise en charge qui reste à préciser en fonction de la catégorie du public, mais qui pourra monter jusqu'à 47%. D'autres aides qui seront mobilisables, bien sûr l'aide à l'alternance. Pierre et Daniel vont vous en parler. Existent aussi les emplois francs qu'on peut relever en cas d'embauche de ce public difficile que sont les jeunes issus des QPV, des quartiers politiques de la ville. On peut noter également, ça reste aussi encore une fois confirmé par les modifications des textes, que un cumul entre emploi franc et aide à l'embauche jeune pourra être possible dans des conditions précises, donc des aides un peu plus importantes encore en cas de cumul AEJ et emploi franc dans des conditions qui vont être précisées. Et voilà pour l'essentiel des aides mobilisables. Il y a aussi l'aide au poste en entreprise adaptée pour les publics handicapés, ça c'est autre chose, c'est un autre circuit. Écoutez, j'en ai fini pour ma part pour la présentation de cette aide. J'espère avoir respecté le timing et je vais passer la parole à Pierre et à Daniel et je rechausse mon masque. Alors, merci à vous. Alors à mon tour. Je remarque simplement que la caméra est coupée chez nous. Je ne sais pas si c'est lié à la diffusion du PowerPoint ou pas. Je vais tenter de la remettre. Oui, la caméra était coupée. Oui, la caméra était coupée, voilà. Voilà. Bon, on va donc. C'était Aurélien qui parlait tout à l'heure à l'instant, qui a remis son masque, et puis c'est mon tour. Alors, allons-y. Donc, moi, pour ma part, je vais vous présenter la réforme de l'apprentissage qui est issue de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc voilà, je vais vraiment traiter de la partie alternance apprentissage, comme les anciens Madame au début de la présentation. Alors, je vais déjà vous parler de la gouvernance de l'apprentissage dans le cadre de la réforme, qui organise tout ça. Donc, il faut savoir que depuis la réforme, on a eu une refonte des acteurs de l'apprentissage. On a 3 principaux acteurs et en fait beaucoup d'autres. Mais en fait, les principaux acteurs qu'on a, c'est maintenant
France Compétences au niveau national qui encadre l'ensemble du dispositif, qui redistribue aux 11 OPCO les opérateurs de compétences qui vont eux, être un niveau intermédiaire, qui encadre les organismes de formation d'État qui dispensent directement les formations aux apprentis. Quelles sont les évolutions dans l'apprentissage dans le cadre de la réforme? Eh bien, ce qu'il faut d'abord noter, c'est qu'on a une volonté d'assouplissement de l'accès à l'apprentissage de façon globale. Donc, l'idée, c'est de rendre cela plus accessible à tous, plus facile, plus fluide. Donc, dans ce cadre-là, on a un contrat d'apprentissage qui se rapproche du droit commun du contrat du travail. On a une limite d'âge qui a été repoussée à 29 ans révolue pour augmenter la possibilité de personnes d'y accéder. On a une durée annuelle de contrat qui ramène de 1 an à 6 mois, toujours une volonté de simplification. On a la possibilité pour l'apprenti d'entrer en formation tout au long de l'année, ça c'est une vraie possibilité, c'est un vrai assouplissement de l'apprentissage. La fin de l'enregistrement des contrats d'apprentissage qui est remplacé désormais par un simple contrat de ces contrats d'apprentissage auprès des OPCO pour déclencher le versement d'aide avec aussi une certification du dispositif. Enfin, j'ai noté que les branches professionnelles construisent le contenu avec l'État et que la durée minimale en CFA est harmonisée avec celle des contrats professionnels. Concernant l'apprenti, on a plusieurs mesures dans le cadre de ce plan, dans le cadre de cette loi pour l'apprentissage, notamment certaines qui sont emblématiques, celles qui parlent le plus peut-être de 500 € d'aide au permis de conduire. J'ai très peu d'argent. 500 € d'aide au permis de conduire pour l'apprenti qui est un apprentissage pour les personnes qui sont permis aujourd'hui indispensable. La possibilité pour l'apprenti, donc tout au long de l'année, donc ça, un apprentissage, je l'ai évoqué tout à l'heure. La possibilité aussi pour l'apprenti désormais de démarrer un cycle de formation d'apprentissage sans forcément avoir d'employeur pendant une durée de 3 mois. Et on verra tout à l'heure que cette durée a été un petit peu augmentée pendant la durée du plan de relance. La possibilité aussi pour les apprentis de faire valoir les acquis pour raccourcir, augmenter ou en fait moduler la durée de l'apprentissage avec de la formation générale. Le droit de prolonger pendant 6 mois les formations au sein de CFA si le contrat est interrompu, c'est une facilité. Ça va permettre d'avoir un peu de marge par rapport aux situations qui pourraient rencontrer dans la mairie. Et puis la possibilité, ça c'est dans l'air du temps aussi, de réaliser leur apprentissage pour partie au sein de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. Pour les CFA, il y a une volonté de simplifier les choses, en tout cas de unifier. Donc, la création en elle-même est simplifiée. Le CFA devient un organisme de formation de droit commun et on va à horizon 2021, au 1er janvier 2021, vers une certification qualifiée pour service de formation. Concernant l'employeur, et là je vous parle uniquement des mesures qui sont dans le cadre de la loi apprentissage du 8 septembre 2018 et pas de ce qui a été apporté en plus par le plan de relance, mais donc il y a une aide unique pour les employeurs qui ont un effectif inférieur à 250 salariés, une simplification des démarches de façon générale, et la mise en place d'un collecteur unique qui sera le SAF à partir de 2021. Des qualifications professionnelles du maître d'apprentissage désormais définies par branche et le fait que toutes les entreprises qui dans le CFA dès 2019, donc après la loi. L'aide unique, qu'est-ce que c'est? C'est une aide pour les employeurs pour les entreprises de moins de 250 salariés qui embauchent des jeunes préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent ou plus au bac. Le montant de cette aide unique est de 4 125 € pour la première année, 2 000 € pour la seconde année et 1 200 € pour la troisième année. Le financement de l'apprentissage, se fait à travers les opérateurs de compétences dont j'ai parlé tout à l'heure dans la première pyramide, donc au contrat, donc pour chaque contrat. Ce sont les branches qui déterminent au plan national un coût pour chacune des certifications. Et il faut noter que les régions peuvent compléter selon leurs critères, leur politique d'aménagement des territoires ou de développement des filières économiques, en fait, de ce qu'elles veulent mettre en avant, des aides. La taxe d'apprentissage de 0,68%, par les GESAF au 1er janvier 2021, comme je disais tout à l'heure. Et donc, les régions, leur rôle, ça va être de majorer l'aide qui est déjà mise en place par l'État
pour la prise en charge de chacun des contrats d'apprentissage. Mais en fait, au-delà, les régions vont avoir toujours une possibilité d'investir, d'avoir une politique d'investissement dans le bâti, en fait, des organismes de formation. Alors, tout cela est quelque part augmenté par un plan de relance qui a été annoncé en septembre. L'idée, c'est vraiment de favoriser encore plus l'accès à l'apprentissage et de vraiment de l'encourager. Donc, en fait, le plan de relance est venu quelque part améliorer les mesures qui étaient là dans la loi du 5 septembre 2018. Donc l'idée, c'est bien sûr de soutenir l'apprentissage à travers une aide financière au secteur privé. Est exclu le secteur public non industriel et commercial. Voilà, il n'est pas concerné par ce plan de relance. Donc les trois acteurs qu'on retrouve par rapport à ce plan de relance sont les mêmes. Donc on a des mesures en faveur des entreprises, en faveur des apprentis, en faveur des CFA. Donc la principale mesure qu'on va noter, c'est la mesure en faveur des entreprises, puisque auparavant on avait une aide aux entreprises qui a embauché une personne, qui prenait une personne en apprentissage, qui était de 4 000 € pour un apprenti de moins de 18 ans et de 8 000 € pour un apprenti majeur. Eh bien, cette aide est simplement passée de 5 000 à 8 000 € dans le cadre du plan de relance. Et ce par contrat préparant un diplôme, donc cette mesure, pendant le temps du plan de relance, se substitue à l'aide de droit commun, dont je vous parle. Pour être éligible à cette aide, il faut un contrat d'apprentissage à la signature de ce contrat, qui soit conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Dans ce cas, on est dans le cadre du plan de relance, de ces mesures. L'aide est versée pour les 12 premiers mois d'exécution et le chèque pourra commencer et il y a une subtilité par rapport à la mesure de droit commun, c'est que les entreprises de moins de 250 salariés sont toujours bien sûr concernées par le dispositif et n'ont aucune démarche particulière à faire pour obtenir l'aide, à savoir qu'il leur suffit de déposer le contrat d'apprentissage auprès de leur opérateur de compétences et elles recevront l'aide versée par l'ASP. À l'inverse, les entreprises de 250 salariés et plus sont aussi concernées, mais bien sûr, les conditions pour obtenir l'aide sont un peu compliquées, un peu plus difficiles, puisque pour obtenir l'aide, il faudra respecter un certain nombre de conditions. Je dis évoquer ces dessus, mais je ne les ai pas évoquées, mais il faudra qu'elle puisse attester de l'emploi de certaines personnes en apprentissage déjà dans leur effectif à la date où elles demandent en fait l'aide exceptionnelle. En faveur des apprentis, alors qu'est-ce qu'on va avoir pour les apprentis? On va avoir une des principales mesures du plan de relance, c'est que j'ai évoqué tout à l'heure la possibilité pour les apprentis des apprentis en 3 mois en fait pendant la période de l'apprentissage pour rechercher un employeur pour continuer leur apprentissage. Et ils ont une période de 3 mois pendant laquelle ils peuvent être en apprentissage, mais pas forcément avoir de contrat d'apprentissage. Et bien cette période pendant le plan de relance a été allongée à 6 mois, tout ça pour favoriser encore une fois l'apprentissage et l'apprenti dans sa recherche d'entreprise. Alors, pendant cette période-là, les CFA sont financés pour assurer l'accueil des apprentis par l'État. Donc, les apprentis, eux aussi, ils bénéficient pendant cette période un peu particulière des droits qui sont liés au statut de stagiaire de la fonction professionnelle. Donc, en fait, ils vont avoir une assurance maladie et accident professionnel pour cette période-là qui va leur être assurée. En faveur des CFA, donc je le disais, l'État garantit le financement de CFA pendant toute la durée du plan de relance. L'idée, c'est vraiment d'effacer toutes les réticences à mettre en place l'apprentissage. Donc, ils sont assurés de recevoir les fonds nécessaires à la mise en place de l'apprentissage. Même pendant l'absence de contrat signé pendant les 6 premiers mois, l'opérateur de compétences de l'entreprise de proximité prendra en charge financièrement la mesure par le versement d'une aide mensuelle de 500 € et le cas échéant des frais annexes d'hébergement et de restauration. Donc, il y a une aide là-dessus aussi. Et la possibilité pour les CFA, dans le cadre du plan de relance, est donnée
j'ai acheté en fait du matériel numérique dans le cadre de l'aide au premier équipement. En fait, ils ont une aide de 500 € par apprenti dans le cadre de ce dispositif-là. Enfin, dernière chose dont je voulais vous parler, il y a une campagne de communication qui accompagne ce plan de relance, donc comme souvent, si ce n'est que la campagne de communication, elle a une particularité, c'est qu'en fait, elle met en avant les apprentis eux-mêmes, puisqu'ils ont la possibilité, à travers les vidéos, à travers leur vécu, de mettre en avant eux-mêmes, dans le cadre de cette campagne de communication, leur expérience, et ainsi faire la promotion en fait de l'apprentissage et de tout ce que ça comporte. Voilà, j'en ai terminé pour ma part et je vais passer la main pour la suite de la présentation. Je ne sais pas comment on fait par contre pour passer la main. Oui, voilà, c'est bon. On peut couper la caméra. Je doute là. Alors, je pense que c'est à moi de prendre le relais. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez mon écran? Tout est bon? Oui, c'est bon. On va partir du principe. Ok, parfait. Donc, pour commencer, bonjour à tous. Donc, je suis Monsieur Peugat, je suis conseiller à la 2I Occitanie. Je vais vous présenter aujourd'hui, donc, pour commencer, le périmètre national de l'OPCO 2I. C'est vrai que Monsieur Mollerac a parlé des 11 OPCO. Moi, je vais faire un zoom sur l'OPCO 2I, qui est l'OPCO Inter-Industrie, donc qui concerne, je pense, l'essentiel des entreprises présentes aujourd'hui. Donc, commencer par vous présenter rapidement le périmètre national de cette OPCO 2I, faire un petit zoom sur la R2I Occitanie, parce que j'espère aussi que c'est des entreprises régionales qui écoutent aujourd'hui, avant de rentrer dans l'une de nos missions principales, qui est le développement et le financement de l'alternance. Donc, sujet aussi aujourd'hui au cœur de ce webinaire. Donc, à travers ce point, on évoquera toute la procédure de financement et d'enregistrement des contrats d'apprentissage et on verra les règles de prise en charge des contrats d'apprentissage. Le troisième point sur les essais exceptionnels, je ne reviendrai pas dessus puisqu'elles viennent d'être évoquées par M. Mollerac. Donc, au niveau de l'OPCO 2I, sur le périmètre national, rappelez que c'est le regroupement de 44 conventions collectives et de 31 branches qui sont à l'origine de cette OPCO Inter-Industrie. Concrètement, c'est effectif à partir du 1er janvier 2020 sur le terrain où on travaille avec la bannière OPCO 2I. Et ça s'est opérationnellement, ça s'est mis en place par la fusion des anciennes OPCA qui étaient rattachées à ces branches. Donc, en premier lieu, on a l'OPCAIM qui représentait toute la métallurgie, qui a fusionné avec l'ex-DEFI, chimie, pharmacie, pétrole, plasturgie. Également OPCA 3+, tous les secteurs de l'ameublement, bois, matériaux, papier, carton. Et on a aussi récupéré des entreprises industrielles qui relevaient auparavant de l'Interpro, comme le textile, mode cuir qui était rattaché à l'OPCALIA et toutes les industries énergie et nautique et industrie nautique qui étaient plutôt sur la GFOS. Donc, ce regroupement de ces branches industrielles représente à peu près 70 000 entreprises et plus de 3 millions de salariés. Donc, on est sur un des OPCO les plus importants qui défend donc les compétences dans les entreprises industrielles. Au niveau de l'OPCO 2I, c'est mis en place des délégations régionales sur le modèle un petit peu sur le modèle de l'OPCAIM pour ceux qui étaient de la métallurgie, qui sont de la métallurgie, qui connaissaient ça l'année dernière, où on a l'OPCO 2I au niveau national et des délégations en région qu'on appelle des AR2I. Donc là, sur ce schéma-là, vous voyez le découpage en région, sur le périmètre des grandes régions, avec la R2I Occitanie ici. Pour parler également du poids de ces branches, c'est vrai que l'interbranche, donc c'est toutes les branches qui sont regroupées, sauf l'agroalimentaire qui a été rattaché à la filière agro pour une logique sectorielle. Sinon, toutes les autres branches industrielles sont regroupées sur l'OPCO 2I. Et quand on voit un petit peu le poids des différentes branches, on constate qu'il y a une forte prépondérance de la métallurgie qui représente entre 50 et 60% du poids de l'OPCO 2I. Mais à côté, on a donc la chimie, la pharmacie, bijouterie, joaillerie, horlogerie, textile, chaussures, caoutchouc, papier, carton, bois, meublement. Et j'en passe au niveau national. Donc, c'était pour mettre en avant un petit peu ces différentes branches qui sont malgré tout toutes représentées par des sections paritaires au niveau de l'OPCO 2I. Même les branches, les petites branches sont quand même dans des particularités sectorielles qui sont prises en compte et redéployées sur le terrain, notamment par tous les conseillers, avec des spécificités
métiers, des spécificités de financement qui en découlent. Si je fais un petit peu le zoom sur l'Occitanie, quand même, qui nous intéresse aussi un peu aujourd'hui, donc on retrouve ces caractéristiques qui sont nationales, avec un poids important, même encore plus important de tout ce qui est métallurgie et recyclage en Occitanie, où on a près de 4000 établissements et plus de 5000 salariés, donc 69% des effectifs de la R2I Occitanie. Ce poids très important est surtout marqué par le poids de l'aéronautique, surtout sur la Haute-Garonne et sur Toulouse, qui connaît aujourd'hui donc quelques difficultés et donc impacté par les mesures aussi de soutien à l'emploi. Donc la métallurgie, mais aussi derrière les énergies et services, à hauteur de 8%, 550 établissements de plus de 11 000 salariés. Derrière matériaux pour la construction, 7%, chimie, 5%, et je ne vous passe pas en détail toutes les autres branches, ou la pharmacie, avec 30 établissements, 2%. Au niveau de l'Occitanie, donc la R2I Occitanie a le siège basé à Toulouse, une équipe de 37 personnes et de 15 conseillers qui sont là pour être en contact direct avec les entreprises pour leur présenter toutes les aides sur l'apprentissage, les aider à monter les contrats, etc. Le siège est à Toulouse, mais dans une logique de proximité, encore une fois, nous avons des antennes locales. Donc, vous avez une antenne sur Tarbes, une antenne sur Cambes qui est ouverte depuis début de semaine, une antenne à Castres et également une antenne, bien sûr, sur Montpellier et sur Alès. Donc, ce qui nous permet d'avoir une couverture territoriale presque optimale et d'être vraiment en proximité de toutes nos entreprises. Les 3 missions de NOPCO, peut-être avant de rentrer dans ça, c'est vrai qu'on a 3 missions. La première, c'est bien sûr accompagner les entreprises dans le développement des compétences, donc surtout au travers des financements des formations, et des diag Covid ou des diag et des mesures d'accompagnement qu'on peut déployer. Également, être un appui technique aux branches professionnelles dans tout ce qui est certification, tout ce qui est promotion des métiers. Et le dernier point, mais qui est certainement le plus important, c'est tout ce qui est financement et développement de l'alternance. Donc, c'est une mission forte de soutenir ce développement de l'alternance, donc qui rentre aujourd'hui dans cette présentation. Surtout la présentation de la nouvelle procédure de dépôt. Donc, ça aussi, avec la mise en place des OPCO, la récupération des OPCO de l'apprentissage, il y a une nouvelle procédure qui s'est mise en place. Et le financement de l'alternance de l'OPCO 2I, des financements qui sont pris par le conseil d'administration de manière annuelle. Des fois, il y a des corrections à l'année, mais par l'OPCO 2I. Au niveau de cette nouvelle procédure, c'est quand même une nouveauté, c'est qu'il y avait pour fonctionnement de transmettre les contrats d'apprentissage auparavant au CCI. Depuis le 1er janvier 2020, ces contrats d'apprentissage sont donc à transmettre à l'OPCO et accompagnés d'une convention de formation. Donc, je ne reviens pas non plus sur les nouvelles modalités des CFA qui viennent d'être abordées. Maintenant, les CFA sont aussi organismes de formation et mettent en place des conventions de formation comme tous les autres organismes de formation classiques, quoi. Donc, ce CERFA avec la convention de formation doit être transmis à l'OPCO au plus tard dans les 5 jours après le démarrage du contrat. L'OPCO va instruire ce dossier, donc il va vérifier que tous les champs sont correctement remplis, que c'est conforme à les critères d'éligibilité. S'il y a des anomalies, on reviendra vers l'entreprise afin d'apporter des corrections. Et une fois le dossier complet, dans le processus, l'OPCO a 20 jours à compter d'un dossier complet pour instruire et envoyer une réponse à l'entreprise et au CFA. Dans ce cadre-là, ensuite, l'OPCO financera le CFA, des coûts pédagogiques et des frais annexes. Donc, l'essentiel de nos financements OPCO 2I sont des financements qui sont des remboursements auprès du CFA, pas forcément une aide versée directement à l'entreprise. Ce modèle-là est le même modèle que vous retrouvez sur le contrat de professionnalisation. Les procédures se sont calquées. Contrats de professionnalisation qui sont déjà traités chez nous depuis leur création. Donc maintenant, les 2 systèmes de contrats qui constituent l'alternance, le contrat pro et le contrat d'apprentissage, sont donc traités par les OPCO. Ça vous permet d'avoir un seul interlocuteur avec un petit peu les mêmes procédures. Sauf que pour le contrat pro, à titre de rappel, il faut transmettre le CERFA, la convention de formation, comme pour le contrat d'apprentissage, mais rajouter un planning et un programme de formation. Puis, juste une petite alerte, c'est vrai que c'est quand même une activité encore saisonnière, bien que l'objectif de promouvoir les entrées-sorties permanentes dans les CFA, on est quand même encore sur des entrées saisonnières avec une forte activité sur le mois de fin août, début septembre. Donc une alerte, parce que c'est vrai que ces CFA, on a beaucoup de CFA qui sont en anomalie. Donc voilà, j'attire votre attention sur le fait que c'est des contrats de travail et qu'il faut vraiment essayer de renseigner ces CERFA de manière complète.
de les bien faire signer et de transmettre avec la convention de formation, puisque c'est un document obligatoire. Et ensuite, nous, on vérifie la conformité de l'apprenti, que la formation, bien sûr, soit bien éligible à l'apprentissage, que l'apprenti soit bien dans les critères d'âge et la rémunération. Là, encore une fois, attention, beaucoup de branches, notamment la branche de la métallurgie, ont des conditions spécifiques de rémunération plus favorables que le cadre légal. Donc, de bien se renseigner à ce niveau-là, soit par vos services juridiques, le cabinet comptable, ou surtout en n'hésitant pas à appeler votre conseil que peut-être que vous connaissez déjà. Il sera là pour vous accompagner dans toutes ces questions que vous pourriez avoir sur le montage et éviter des anomalies pour que le processus ne perde pas de temps à l'enregistrement. Juste, un petit point en cas de rupture, pour informer, j'espère qu'elle n'aura le moins possible, mais il y en a déjà pas mal. En cas de rupture, l'entreprise doit nous transmettre un formulaire de rupture. Vous avez un modèle qui est proposé par le Pro2I que vous pouvez trouver sur notre site ou que nous, on peut vous envoyer si jamais vous en aviez besoin. Et le CFA nous informe aussi de la suite donnée après cette rupture, parce que comme ça a aussi été évoqué, le jeune a la possibilité maintenant de rester dans le CFA si jamais il y a une rupture qui n'est pas à son initiative et qui veut trouver notre entreprise. On continuera à financer le contrat. Voilà un petit peu pour les modes d'enregistrement, enfin de dépôt du contrat d'apprentissage qui se calque un petit peu aux modalités du contrat de professionnalisation. Donc, je continue à la deuxième étape des financements. Si vous avez des questions, je vous laisserai revenir vers moi tout à l'heure. Au niveau des financements du contrat d'apprentissage, donc encore une fois, des financements qui sont souvent en lien avec des dépenses prévues par le CFA, donc indiquées sur la convention de formation du CFA. En premier lieu, la chose la plus importante, c'est la prise en charge du coût pédagogique. Là aussi, c'était une des grosses modifications de la réforme, c'est que ces coûts pédagogiques seront pris en charge par des forfaits définis par les branches. Donc, chaque branche professionnelle détermine par formation un niveau de prise en charge. Le CFA va vous mettre une convention d'information avec un coût pédagogique. De manière générale, les CFA vont se coller à ce coût pédagogique, à cette prise en charge prévue par votre branche pour qu'il y ait un reste à charge zéro pour l'entreprise, mais ce n'est pas automatique. Vous pouvez avoir des CFA qui estiment que ce forfait n'est pas suffisant et qui vous factureront plus. Donc là aussi, je vous invite à être vigilant pour éviter les mauvaises surprises de reste à charge sur le contrat d'apprentissage et ne pas hésiter. Alors, soit le CFA vous le communique, il n'y a pas de souci, soit ne pas hésiter à appeler la R2I Occitanie ou la R2I Grande Aquitaine si vous êtes de là-bas, pour vérifier que la prise en charge prévue par la branche correspond bien au coût prévu par l'organisme, le CFA. Pardon. Petite remarque au niveau des travailleurs handicapés, une majoration prévue de 50% de ce coût pour soutenir les handicaps et surtout les modalités d'adaptation qui seraient mises en œuvre par les CFA pour accueillir ces gens en difficulté. Un financement également prévu sur la mobilité internationale, dans le cadre d'un parcours, notamment sur les écoles d'ingénieurs, et souvent prévu des mobilités qui peuvent aller jusqu'à 12 mois. Donc, dans ce cadre-là, dans le cadre de soutien à cette mobilité, le Pro2I prendra en charge le référent mobilité du CFA, s'il y en a un. Ce financement pourra aller jusqu'à 500 €, c'est un forfait. Et également revenir sur le remboursement de frais dépensés par l'apprenti, à condition bien sûr qu'il soit porté par le CFA. Il faut que ce soit des éléments prévus dans la convention de formation initiale du CFA. On l'a évoqué aussi tout à l'heure, la possibilité de financement d'un premier équipement de l'apprenti. Donc, ça serait la mise en œuvre d'un forfait de 500 €. Attention, pour nous, sera mis en œuvre uniquement pour les formations industrielles. Ils prendront en charge tout ce qui est équipement de protection individuelle, aussi matériel qu'on pourrait avoir dans des formations qui sont attachées à l'individu, et également tout ce qui est matériel informatique, comme on l'a évoqué tout à l'heure par M. Molirac. Également dans ces frais annexes, bien sûr, tout ce qui est frais d'hébergement à hauteur de 6 € et tout ce qui est restauration à hauteur de 3 € dans la limite de 2 repas par jour. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la prise en charge des coûts pédagogiques des frais annexes portés par le CFA qui pourront être remboursés au CFA s'ils l'ont précisé dans la convention de formation. À côté de ça, par contre, là, une aide qui est plus directe à l'entreprise, c'est l'exercice de la fonction tutorale. C'est une aide qui est mise en place et qui est de 230 € par mois dans la limite de 12 mois pour les contrats d'apprentissage. Attention, cette aide-là est versée directement à l'entreprise. Donc là, c'est vraiment quelque chose
un petit peu comme on vient de voir l'aide exceptionnelle de l'État. C'est quelque chose qui va venir soutenir l'employeur à hauteur de 230 € par mois sur 12 mois. Ça fait quand même 2 700 € en plus qui sont censés compenser le temps passé par le maître d'apprentissage à former le jeune. Parallèle avec les contrats pro, ça existe aussi dans le contrat pro, mais ce sera à 230 € limité à 6 mois. Donc, c'est quand même des aides importantes qui permettent de soutenir l'alternance. Ces aides étaient valables uniquement pour les entreprises de moins de 250 salariés. Et le CA, en cours d'année, a décidé de déployer à toute taille d'entreprise, même les entreprises au-delà de 250, encore une fois, pour inciter et développer le recours à l'apprentissage et essayer de soutenir l'insertion des jeunes par ce biais-là. Ça permet de former des jeunes à des qualifications et à des métiers souvent c'est souvent la meilleure voie pour y arriver. Voilà pour le contrat d'apprentissage et le contrat pro. Juste un point pour être complet sur l'alternance, mais que je ne développerai pas. La PROA, promotion et reconversion par l'alternance, là, ça vise pas du recrutement. On est sur des personnes en CDI qui se formeraient à l'alternance. Donc, dans le cadre de votre plan de formation, je vous invite, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à prendre contact avec votre conseiller. Et tout ce qui est contrat de professionnalisation, donc là, pas de changement majeur cette année, même logique que l'an dernier, avec des financements spécifiques par branche aussi. Donc, à ce niveau-là, la logique était une logique de continuité dans cette prise en charge. Donc, les financements que vous aviez l'année dernière seront encore en œuvre cette année. Vous avez ces financements qui sont sur notre site, le site opco2i.fr, donc là, je vous invite à aller aussi parce qu'il y a énormément d'informations sur les aides de l'État, les actualités et les financements qu'on peut apporter. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour rapidement. J'espère avoir été clair et je suis disponible pour vos questions si vous en avez. Donc, nous avons en fait une première question. La première question, c'est pouvez-vous préciser l'aide pour les apprentis qui préparent un examen post-bac? Donc, Monsieur Feuga, peut-être, vous pouvez peut-être revenir sur voilà, les aides, sachant que je pense que Monsieur Feuga, vous pouvez préciser que les aides aussi dépendent de quel OPCO l'entreprise est rattachée. Monsieur Feuga, on ne vous entend pas? Oui, au niveau de la question, je pense que quand on parlait des aides versées post-bac, je pense que ça fait référence aux aides exceptionnelles évoquées par M. Moïrac, l'aide de 5 000 ou de 8 000 €, c'est ça? Et on n'a pas plus de précision. Donc, si la personne qui nous a posé la question pouvait en fait préciser si ce sont les aides liées à l'OPCO ou plutôt les aides de l'État. À l'origine, cette aide était prévue jusqu'au niveau bac, mais elle a été élargie à niveau bac plus 5. Donc, je pense que c'est cette référence-là, mais pas sûr. Alors, je précise, c'est l'OPCO. Ah oui, par rapport à la personne, en fait, c'est par rapport à l'OPCO Atlas. Donc, effectivement, alors Monsieur Feuga pourra pas vous répondre puisqu'il est sur l'OPCO 2i Industrie. Par rapport aux aides effectivement délivrées par les OPCO, il faut se rapprocher directement de votre conseiller formation qui pourra vous donner quelles sont les mesures, quelles sont les aides spécifiques à l'OPCO. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser via la petite interface qui se situe donc à droite de votre écran. Vous avez un petit point d'interrogation. Donc nous voyons si les questions arrivent.
Alors, nous avons une question. Bonjour, pour une TPE, dans le cas d'une embauche de jeunes docteurs, souvent âgés de plus de 26 ans, le dispositif peut-il fonctionner? Alors, si oui, quelle est dans ce cas la limite d'âge? Effectivement, dans certains secteurs d'activité, alors notamment effectivement les docteurs en recherche, les études sont longues. Donc, je ne sais pas qui peut prendre, je pense, la parole, Monsieur Molérac ou Monsieur O. Oui, je n'ai pas trop saisi le domaine de la formation, mais la limite d'âge, c'est 29. Alors, s'il a plus de 26 ans, c'est bon. Alors, on vous entend très mal, Monsieur Molérac, excusez-moi. Je disais, est-ce qu'on m'entend mieux là? Rapprochez-vous peut-être un peu plus de votre micro, excusez-nous. Je vais essayer de parler plus fort. Mais non, mais je n'ai pas bien saisi le contexte en fait de la personne, mais en tout cas, c'est 29 ans la limite par rapport aux aides, donc s'il a plus de 26 ans, elle rentre dedans. Non, là, je pense que en fait, la question s'adressait peut-être plutôt à Monsieur O12, puisque c'est l'embauche. Voilà, embauche de jeunes, des docteurs qui souvent ont plus de 26 ans. Oui, et non, souvent ils ont beaucoup plus que ça. Alors, l'aide telle qu'elle est calibrée s'adresse bien en moins de 26 ans. Par contre, bon, si on se fie à ce qui a pu être dit récemment, si la personne a la qualité de travailleur handicapé, on pourrait aller au-delà de ce seuil de 26 ans. Mais normalement, quelqu'un de 29 ans, en l'état actuel du dispositif, ne pourrait pas y avoir accès. On reviendrait, mais normalement, non. C'est vraiment spécifique aux moins de 26 ans, hors possibilité, bien sûr, pour les travailleurs handicapés de déroger. D'accord. D'accord. On va laisser la parole à Madame Verguin qui va compléter. Oula, on n'entend pas. Mais sinon, il peut basculer sur un contrat d'insertion dans l'emploi. Peut-être qu'il peut avoir une autre aide, passer par un QICE. Ce ne serait pas les embauches jeunes, ce serait. Oui. Madame Verguin, il faudra activer votre micro. On n'entend pas du tout. Voilà. Moi, je l'ai activé le son. Oui, c'est bon. Voilà, c'était pas moi la coupable. Je voulais suggérer éventuellement à la personne qui a posé la question de regarder s'il n'était pas éligible au dispositif volontaire en entreprise qui est pour les territoires d'industrie, pour les entreprises qui se situent dans les territoires d'industrie et qui est porté par la BPI. D'accord. Voilà, c'était tout. Oui. D'accord. Une nouvelle question. Une entreprise étrangère nouvellement implantée en France, alors qui est enregistrée depuis quelques mois sur notre territoire, est-il possible d'embaucher un alternant ou faut-il respecter un délai à partir du moment où l'entreprise se domicilie en France? Est-ce que c'est une question? À notre connaissance, il n'y a absolument aucune limitation de ce point de vue-là. Donc, il faut travailler, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, mais après, non, on n'a pas connaissance de limitation dans ce sens-là, donc je dirais que oui. D'accord. L'important, c'est peut-être voilà, que ce que vous disiez à un moment donné, c'est que l'entreprise soit à jour de ses cotisations sociales et à partir de là, peut embaucher, effectivement, peut prétendre aux aides de l'État. Oui. D'accord. Alors, après, nous avons une nouvelle question. Où pourrons-nous alors retrouver les différents diaporamas de ce matin? Donc, ça sera envoyé en fait par mail à tous les participants et le webinaire sera accessible sur la chaîne YouTube d'Aerospace Valley. Voilà. Alors pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions. On va attendre quelques minutes pour voir si on a d'autres questions qui arrivent. Nous, on n'a pas signé, on n'a pas mis des adresses mail dans le PowerPoint, mais après, voilà, sur communicable pour qu'on puisse rester à disposition. Hein.
pour répondre à d'autres questions, par mail, voilà, on reste à disposition de notre côté, bien sûr. On réactive Voilà. votre micro si vous voulez. Allez-y, Mme Verga. Merci. J'ai une question à l'égard des participants. Est-ce que certains envisagent de recruter un jeune, soit avec le bénéfice d'un des dispositifs évoqués, soit en apprentissage, ou encore d'accueillir des jeunes dans le cadre de stages parce qu'ils sont en bac pro ou autre? Est-ce qu'il y a des intentions assez fortes de la part de certains sur ces différentes possibilités? Donc, du coup, on laisse la main aux participants. Si vous pouvez répondre via effectivement le petit applicatif pour qu'on puisse faire un retour à Madame Verguin. Étant entendu, donc les unités départementales de la Directe sont à disposition des entreprises pour apporter toutes les réponses à leurs questions ou les aider dans leur démarche. D'accord. Alors, nous avons déjà le retour. Alors, il y a une personne qui, effectivement, nous déclare avoir embauché une personne. L'embauche a été réalisée le 21 septembre. On a effectivement d'autres embauches prévues en apprenti. Et dans le cadre d'une formation alors, attendez. Alors, après, je pense que c'est une autre question. Alors, voilà. Pour l'instant, en fait, on a une embauche réalisée au 21 septembre et une embauche d'un apprenti qui est prévue. On a une question, en fait, dans le cadre d'une formation post-bac industrie, mais pour un diplôme de CAP peintre, les différentes aides sont-elles accessibles? Oui, c'était bien sûr, c'est absolument pas. Enfin, après ça va dépendre. Je ne sais pas de quel opco ça va dépendre. J'en suis pas absolument sûr, mais en tout cas, maintenant, il y a aucune difficulté par rapport au domaine. Hein. Et puis s'il s'agit d'une aide jeune, il suffit d'être dans ce critère-là. Voilà, on est vraiment dans le droit commun, c'est ça. D'accord. Après, voilà, on a eu d'autres tours pour une autre entreprise où effectivement, ils ont des prévisions d'embauche pour l'apprentissage de deux embauches. Ok, mais merci beaucoup pour ces indications. Et bon, il y a une entreprise qui indique que les aides ne correspondent pas aux embauches des jeunes pour leur entreprise. Donc, voilà, il faudrait que la personne se rapproche. On communiquera les mails de nos intervenants pour que voilà, la personne qui considère que les aides correspondent pas à ses embauches, qu'elle puisse se rapprocher de locaux ou de la Directe pour voir en fait la problématique éventuellement qu'il y aurait. Et on a en fait une autre entreprise voilà, qui prévoit entre 3 à 5 embauches de profil ingénieur d'ici décembre 2021. Mais voilà, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que du coup, les aides pour l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, c'est jusqu'au 31 janvier 2021. Et pour les apprentis, jusqu'au 28 février 2021. Donc, il faudrait que les embauches de ces ingénieurs, éventuellement, pour bénéficier de ces aides, se fassent au plus tard en début d'année. De l'exceptionnel, oui, avant fin février, quoi, pour pouvoir rentrer dans le cadre du dispositif. Si c'est décembre 2021, c'est trop tard. Voilà, tout à fait. Pour le plan de relance, hein, bien sûr. Voilà, par rapport à l'aide au plan de relance, tout à fait. Donc, pour l'instant, voilà, nous n'avons pas d'autres apps là. Et une autre, ça arrive. Alors, en cause, le Covid, nous ne sommes pas en mesure d'embaucher une personne de moins de 26 ans n'étant pas à jour à l'URSSAF. Oui, non, ça pardonne pas généralement pour les raisons. Alors,
pense que si c'est lié au contexte Covid, par contre, il y a un délai qui peut être accordé. Donc, je crois que j'ai vu ça quelque part, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint parce que ça fait partie des subtilités du texte. Mais éventuellement, que la personne, qu'on puisse lui communiquer le mail et je lui donnerai la référence précise parce que je pense que, voilà, par dérogation pour les cotisations de contribution au titre de la période, oui, ils tiennent compte du contexte Covid, donc ça peut peut-être s'arranger, peut-être qu'on me communique les éléments précis et on expertisera de près la situation. D'accord, d'accord, pas de souci. Donc voilà, on conseille effectivement aux participants qui a posé cette question de vous envoyer un mail. D'accord. Il est 11 h. Nous avons respecté le timing. Moi, je remercie les intervenants et les participants de l'intérêt que vous avez manifesté pour ce webinaire, en espérant avoir répondu à l'ensemble des attentes. Et effectivement, je conseille aux participants si vous avez d'autres questions complémentaires, de vous rapprocher des intervenants de la Directe ou de locaux de ZI. On vous communiquera leur mail. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.